La vitre était froide sous la paume de sa main. De l'autre côté, Amélie pressait la feuille chiffonnée contre le plexiglas, comme si les mots pouvaient traverser la barrière et atteindre autre chose qu'un haut-parleur grésillant. Elle leva les yeux quand Jean s'approcha du box de visiteurs, son visage portait la fatigue d'un long hiver. « Il faut que je voie Hugo », disait-elle d'une voix qui tremblait mais restait claire. « Juste un instant, c'est mon dernier souhait. » Jean sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine, un froissement ancien qui n'avait rien à voir avec le règlement, avec la procédure. Il était policier, il connaissait la suite, les formulaires, les refus, le regard des collègues. Et, pourtant, il resta là, incapable de répondre immédiatement. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Il y avait à la fois la maison et la garde-robe du métier dans ses gestes. À la mi-semaine, on le voyait rentrer au pas de sa porte comme un homme qui porte un uniforme, même dévêtu. Un peu raide, les mains marquées par l'odeur du café trop chaud et de l'huile de moteur des bureaux. Claire avait appris à repérer la fatigue au son du verrou qui lâchait un peu avant qu'il ne franchisse le seuil. Ce soir-là, la cuisine sentait le bouillon et le pain grillé. Les enfants riaient autour de la table, la petite Louise racontait un événement mineur avec une emphase dramatique qui fit sourire Jean avant même qu'il n'ait posé son sac. Les rires étaient comme une langue étrangère qu'on doit apprendre à traduire pour soi-même. Il les gardait, les mettait dans une poche et s'en servait quand la ville devenait lourde. Pourtant, après la visite, quand la porte se referma derrière lui, il pensa à la feuille d'Amélie, à la précision de ses mots. Dernier souhait n'était pas une formule creuse pour elle, c'était une urgence, une horloge qu'elle ne pouvait arrêter. Il connaissait les protocoles. Une détenue ne rencontrait pas son enfant sans autorisation, et les exceptions étaient rares, soigneusement pesées. Il connaissait aussi la pratique, la crainte des patrons de créer un précédent. Marc, son collègue de brigade et principal gardien de la langue du règlement, lui rappelait souvent que l'humanitaire ne doit pas venir court-circuiter la loi. Mais Jean avait dans sa bouche un autre goût, sourd et persistant, la voix de sa propre fille qui disait encore « Papa, raconte-moi une histoire », et il ne parvenait pas à l'ignorer. Les jours qui suivirent furent faits de petites escarmouches avec l'administration. Jean remplit des formulaires qu'il n'avait jamais eu à remplir pour lui-même. Demande, fiche d'évaluation, motivation, demande d'autorisation exceptionnelle. Il écrivit des phrases claires, des phrases qui disaient pourquoi voir Hugo était essentiel. L'enfant avait 6 ans, placé chez sa grand-mère maternelle après l'arrestation d'Amélie, avec des visites rares et contrôlées. On glissa à peine les détails, mais Jean savait que les juges lisaient les dossiers comme des cartographies froides, cherchant les contours de la responsabilité. Il joignit à sa demande le carnet d'Amélie, trouvé lors d'une fouille autorisée. Un cahier où elle notait, à l'encre serrée, des mots pour son fils, des souvenirs, des excuses, des promesses. Le carnet avait une odeur d'encre et de lessive. Lorsqu'il le tint entre ses mains, il lut des pages où le ton variait entre la tendresse et la panique contenue. « Quand tu souriras à la crêpe, je saurai que tout va bien », écrivit-elle une fois. « Si je te manque, pense à la fois où on a ri parce que le chien a volé la saucisse. » Ces détails, réduits à leur essence, avaient plus de poids qu'un certificat ou qu'une recommandation. Il parlait d'un quotidien, de choses que les tribunés n'étaient pas toujours aptes à juger. La bureaucratie ne tarda pas à répondre. L'influent, un responsable hiérarchique du service chargé des établissements pénitentiaires, reçut le dossier. Il y avait dans sa voix, lorsqu'on le cita au téléphone, une neutralité calculée. On ne peut pas multiplier les dérogations, Jean. Si on ouvre une brèche, on perd le contrôle. Marc répéta l'argument avec la constance d'un métronome. Et sur les réseaux, quelques messages commencèrent déjà à circuler. Favoritisme ? Pourquoi un policier s'occupe-t-il de ça ? Les forums se remplirent de jugements lapidaires. Jean sentit la pression monter, non seulement professionnelle, mais publique. Il avait conscience que sa décision ne concernait pas simplement une rencontre. Elle pouvait être lue comme un choix politique, social, un signe visible de la manière dont on traitait la délinquance et la maternité. Il eut des rencontres au commissariat où il fallut expliquer sa demande à des collègues, détailler les garanties qu'il proposait. Il eut aussi des conversations privées avec Claire, couchée tard, la lumière de la cuisine tamisée, la radio murmurant des nouvelles lointaines. Claire ne minimisa pas le risque, elle connaissait le monde de Jean et les regards qui se poseraient sur lui. « Tu prends quelque chose de personnel dans tout ça, dit-elle. Mais parfois, c'est justement toi, Jean, qui dois la porter. » Elle lui parla de ce qu'être un père voulait dire au-delà des horaires et des lois. Présence, écoute, exiger la dignité pour autrui. Ces mots furent un baume et aussi un aiguillon. Amélie changea au contact des petites victoires.
Les premières visites par écran interposé, une vitre entre la mère et son fils, une voix qui passait par un micro, furent douloureuses et réconfortantes à la fois. Elle regardait Hugo jouer à l'autre bout d'un square, le visage éclairé par la lumière du soir, et se retenait de tendre la main. Ses yeux restaient fixés sur la vitre. Parfois, elle parlait tout bas et notait des phrases dans son carnet, comme pour se souvenir d'un mot précis à dire lors de la prochaine rencontre. Elle souffrait de l'éloignement, mais sa détermination grandissait. Elle apprit à compter sur des petites choses, l'odeur du shampoing de son fils, la façon dont il plissait le nez quand il riait. Ces images, rares, devenaient des ancrages. Un après-midi, Marc laissa échapper une remarque qui en disait long sur la crainte institutionnelle. « Si on autorise une visite physique, la critique nous tombera dessus », protesta-t-il. « Et puis, qui garantit que ce ne sera pas utilisé comme mise en scène ?» Jean comprit la logique, mais il sentit la réponse monter aussi, vive et simple. « Et si c'était juste une mère et son fils ?» dit-il lentement. Ce n'était pas un argument juridique, mais un appel moral. Il savait que les règles existaient pour protéger, éviter l'arbitraire. Il savait aussi qu'elles pouvaient parfois étouffer la compassion. La préparation devint minutieuse. Jean proposa des garanties. Présence d'agents, lieu neutre, durée limitée, convocation d'un travailleur social du service de protection de l'enfance. Il demanda que la rencontre ait lieu dans un espace contrôlé mais chaleureux, pas une salle d'audience froide. L'idée était d'enlever le spectacle et de laisser seulement la relation. Il parla aux éducateurs, consulta la grand-mère qui gardait Hugo, chercha à rendre l'improbable le plus plausible. Chaque mail envoyé, chaque coup de fil passé était une petite victoire contre l'inertie. Il existait aussi des voix inattendues de soutien. Une mère rencontrée dans les services familiaux, qui avait connu la prison par son frère, vint témoigner en privé. Elle raconta comment une visite avait permis à son neveu de comprendre que son parent n'était pas un monstre, mais une personne faillible et aimante. Ces paroles eurent sur le dossier un effet singulier, comme si l'autorité morale de l'expérience parlait plus fort que des lignes administratives. La journée de la visite physique approcha. On avait choisi un centre d'accueil, une salle aux fenêtres hautes, couverte de plantes en pot, où les agents prirent soin que le mobilier soit moins carcéral. Une table, 2 chaises, une petite étagère avec des livres pour enfants. Le contraste entre les murs peints en couleurs douces et la sécurité présente dans le couloir fut presque violent. Amélie passa par les contrôles, serrant son carnet comme un talisman. Hugo arriva avec sa grand-mère, portant un manteau trop grand et un sac à dos décoré de dinosaures. Quand il entra, il n'y eut pas de déclaration grandiose. Il y eut un silence confus, puis un rire bref quand le garçon fit tomber un paquet de biscuits qu'il voulait partager. La scène fut blessée et belle à la fois. L'enfant se mit à genoux pour ramasser les biscuits, la grand-mère essuya ses lunettes et Amélie pleura, mais d'un pleur content qui ressemble à une arrivée. Jean resta en retrait, observant la rencontre comme un gardien discret. Il nota la manière dont Hugo tenait la petite main d'Amélie, comme si cette main était une encre. Il regarda le carnet posé sur la table. Amélie avait recopié une page pour le montrer à son fils. Des phrases simples, des promesses, des jeux qu'elle voulait refaire. Le carnet, pour lui, était la preuve de la volonté de reconstruire. Lorsqu'il s'approcha, la lumière frôla l'écriture et fit danser les lettres noires. Il eut l'étrange sensation que quelque chose d'important s'était joué là, sans tribunal, sans regard public. Mais les résistances n'étaient pas mortes. Des voix s'élevèrent après la visite, des notifications de collègues, des messages anonymes, un article local évoquant le geste inhabituel d'un policier. L'influent convoqua Jean, lui demandant des comptes. « Vous avez pris sur vous une décision sensible, dit-il en le regardant droit dans les yeux. Cela met l'institution en danger. » Jean répondit avec calme mais fermeté. Il raconta ce qu'il avait vu, les regards, la sincérité, les promesses. Il ne nia pas le protocole, il souligna la nécessité d'un discernement humain, d'un équilibre entre la protection et la compassion. La confrontation prit la forme d'une audience. Non pas un procès pénal, mais une audition interne suivie d'un examen devant le juge des affaires familiales et les services de l'aide sociale. La salle d'audience avait des volets lourds, l'air y sentait la cire des meubles et le papier des dossiers. La presse locale n'y était pas encore, mais la rumeur circulait. Lorsque Jean prit la parole, sa voix n'était pas celle d'un avocat. Il ne s'agissait pas d'appeler la loi à son secours, mais d'un homme qui avait vu une scène humaine et se sentait investi d'un témoignage. « Madame la juge, je ne demande pas d'abandonner les procédures, dit-il. Je demande que l'on considère ce qu'une rencontre, même brève, peut apporter à un enfant. J'ai vu une mère qui a tenu un carnet pour ne pas oublier les petits détails d'un quotidien. J'ai vu un garçon qui a tenu la main de sa mère et a ri. Nous avons un devoir de protéger, oui, mais aussi de restaurer quand cela est possible. » Ces mots étaient simples. Il parlait comme s'il décrivait une chambre où la lumière venait d'être rallumée après des années d'obscurité.
Certains membres du tribunal hochèrent la tête avec prudence, d'autres restèrent imperturbables. Un témoin hostile, recruté parmi des usagers des forums locaux, prit la parole pour dénoncer l'accommodement et posa la question publique « Pourquoi faire une exception ?» Jean ne répondit pas par l'émotion. Il raconta les garanties prises, l'accompagnement prévu, le rôle actif des services sociaux. Il parla aussi brièvement, de sa propre expérience de père. Ce fut un passage discret, une incursion de la vie privée dans l'appareil public. La juge demanda des clarifications, éplucha les documents. Amélie, présente dans la salle, écoutait le visage fermé, la main serrée sur son carnet. À un moment, elle leva les yeux vers Jean et, sans parole, lui fit un petit signe. Ce signe valait 1000 déclarations. Le moment culminant vint quand Jean fit une proposition inattendue, un réexamen de la situation familiale dans 3 mois, assorti d'un suivi renforcé et de comptes rendus réguliers. Ce n'était pas une victoire superficielle, c'était une promesse d'accompagnement, une manière de faire se rencontrer justice et soins. La question essentielle n'était plus seulement d'autoriser une visite ponctuelle, mais de reconnaître que la réintégration exigeait du temps, des moyens et une responsabilité partagée. La décision rendue fut mesurée. La juge ordonna un réexamen, accepta la mise en place d'un dispositif de suivi et valida la possibilité d'autres rencontres sous condition. Ce n'était pas une absolution, pas une promesse de liberté. C'était cependant une ouverture, une porte entr'ouverte où l'on pouvait imaginer une route. Pour Amélie, c'était plus qu'un mot sur un papier, c'était un souffle. Pour Jean, ce fut une confirmation que son hésitation morale avait trouvé un écho institutionnel. Après l'audience, la ville reprit ses bruits. Jean retourna chez lui et trouva la table encore dressée, la vaisselle tiède, les enfants s'acharnant à finir une histoire. Il s'installa, prit sa tasse et laissa l'odeur du café lui rappeler que la vie ordinaire continuait, fragile et insistante. Il pensa à Hugo, à la façon dont le rire d'un enfant pouvait traverser la vitre et retourner la face d'un monde qui avait pris l'habitude de classer. Il pensa aussi aux collègues, à Marc, à l'influent et à la nécessité de garder le cap malgré les critiques. Amélie écrivit une lettre que Jean lut en silence dans le couloir du tribunal avant de la lui remettre. Elle y confia sa peur, sa reconnaissance et une demande simple, qu'on ne la jugeât pas seulement par son passé, mais qu'on lui donne la chance de réparer. Les mots étaient modestes, sans envoler. « Si je peux apprendre à être la mère dont il a besoin, j'essaierai », écrivit-elle. Le carnet, qui avait commencé comme un acte privé, devint une pièce publique d'un récit en cours. Il y eut des moments d'ombre encore après cela. Des messages restèrent amers, certains collègues le regardèrent avec distance, des réunions administratives s'acharnèrent à vérifier chaque détail. Mais quelque chose avait changé. La vitre n'était plus seulement une séparation. Lors de la dernière visite autorisée, la lumière traversa la pièce et fit danser l'écriture du carnet. Hugo posa sa tête contre l'épaule d'Amélie et dit, sans cérémonie, « Mamie m'a appris une chanson sur les étoiles ». Amélie sourit, étonnée et reconnaissante, et chanta quelques mots, le son fut cassé, discret, mais il resta longtemps dans l'air. Jean prit une décision intérieure dans les semaines qui suivirent. Il ne se contenterait pas d'un geste isolé. Il s'engagea à soutenir le dossier, à mobiliser des ressources locales, à chercher des associations prêtes à accompagner la mère et l'enfant. Claire l'appuya avec la même force tranquille qui l'avait guidé au début. Ensemble, ils discutèrent de la manière de rendre cette aide durable, formation, soutien pédagogique, médiation familiale. Jean sut que ce chemin serait long et semé d'embûches, mais il aimait cette idée d'action concrète, d'un engagement qui demande plus que des mots. Au bord de la fenêtre de l'appartement, la ville se déroulait comme une nappe tissée d'ombre et de lumière. Jean regarda une famille passer, les enfants se chamaillant sur un vélo, et pensa au carnet posé dans son tiroir. Il savait que l'histoire d'Amélie n'était qu'un exemple parmi d'autres, un reflet de ce que trop de familles vivaient dans l'ombre des procédures. Mais il savait aussi que, parfois, une main tendue pouvait transformer une trajectoire. Le carnet restait, avec ses pages froissées, un symbole de ses engagements fragiles et nécessaires. De temps en temps, Jean le consultait pour se souvenir que la justice ne doit pas être froide au point d'oublier la chaleur humaine. Les rires d'enfants, désormais, lui semblaient moins lointains. Il y trouvait la force de continuer. La décision de la juge avait ouvert une fenêtre, non pas pour rendre tout parfait, mais pour laisser exister la possibilité d'un chemin. Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était plutôt le début d'un travail patient. Jean le savait, il faudrait du temps, des ressources et surtout de la persévérance. Mais il sentait, quand il repensait à la main d'Hugo serrant celle d'Amélie, que le geste avait déjà produit un changement.
La vitre s'était éclaircie, ne serait-ce qu'un peu, et cela suffisait pour que l'on continue à avancer. Les mois qui suivirent prirent la forme d'un travail patient, à la fois ordinaire et obstiné. Jean passa des soirées à composer des courriels, à téléphoner à des associations qu'il connaissait de longue date, à convaincre une à une des personnes qu'il avait l'habitude de fréquenter, maîtres de stage, éducateurs, bénévoles d'un centre périscolaire. Claire fit les mêmes démarches de son côté, mais avec une discrétion plus douce. Elle s'assura qu'une place soit disponible pour Amélie dans un atelier de parentalité. Elle signala le dossier à une travailleuse sociale qui accepta de suivre les rencontres à domicile. Et elle remit à Marc, malgré la distance croissante entre lui et Jean, un dossier compact contenant des idées de financement auxquelles la municipalité pouvait prétendre. Il y eut des refus, il y eut des rendez-vous où l'on demandait des garanties, des bilans, des préconisations écrites. Les réunions de comité, les pointages de subventions, les formulaires administratifs semblaient à Jean autant d'obstacles invisibles et pourtant concrets qu'il fallut franchir. Parfois, il revenait chez lui plus fatigué que les jours de tribunal, mais avec la conviction que chaque signature obtenue, chaque accord de principe, formait une maille dans un filet capable d'empêcher la chute. Amélie, de son côté, savait que rien n'était assuré par de bonnes intentions. Elle vint aux ateliers avec la crainte encore vive de paraître inepte, mais aussi avec une volonté simple et ténue, apprendre. Les premières séances furent maladroites. Elle répondait aux consignes comme on apprend une chorégraphie nouvelle, hésitante, attentive aux mouvements des autres, incapable d'improviser. Quand on parlait d'organiser des routines du soir, elle nota chaque suggestion dans le carnet, recopiait les mots sous la lumière jaune d'une lampe fragile. Le carnet, qui avait porté ses peurs, devint peu à peu un outil, liste d'activités, repères temporels, idées pour des jeux calmes. Les phrases les plus banales, dîner à 19h, lire une histoire avant le coucher, prirent soudain un relief sacré. Elles semblaient ordonner le monde. Hugo observa ces changements avec la lucidité d'un enfant. Il aimait que sa mère lise maintenant en regardant ses yeux, que les questions sur l'école se répondent par des histoires et non par des absences. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le tapis du salon, Amélie improvisa un bricolage, une petite carte en papier où elle dessina des étoiles. Elle la colla sur la couverture du carnet et écrivit, de sa main tremblée, « Pour nos nuits à venir ». Hugo la regarda, sérieux, puis dit « Tu es bonne en étoiles, maman ». Le mot, simple, pesa sur elle comme une pierre précieuse. La travailleuse sociale vint régulièrement. Elle échangea longuement avec Amélie, non pas pour juger, mais pour définir des objectifs concrets. Rendez-vous chez le pédiatre, inscription à la bibliothèque, séance de soutien psychologique. La présence d'un professionnel allégea certains poids et permit d'organiser un suivi régulier, une boussole. Jean, lors des visites à domicile, observait en silence l'évolution. Il remarqua la manière dont Amélie préparait désormais un goûter, la façon dont elle anticipait les crises en proposant une alternative, la manière timide mais persistante dont elle cherchait le contact physique, les câlins qui se rallongeaient comme des ponts. Au travail, la situation n'était pas sans tension. Marc continuait à murmurer dans les couloirs. Certains collègues gardaient leur distance, d'autres, plus discrètement, vinrent demander à Jean s'il était certain d'agir ainsi. Des notes anonymes intimidèrent l'équipe sociale chargée du dossier. Trop conciliant, risque non évalué. Jean dut multiplier les réunions internes, expliquer point par point les mesures proposées, défendre la logique d'un accompagnement in situ. Parfois, il dut prendre sur lui et rappeler que la protection de l'enfant n'excluait pas la possibilité d'une restauration familiale sous conditions. Ces arguments ne convainquirent pas toujours, et il y eut des nuits où il se leva pour relire la lettre d'Amélie, comme on relit une prière pour retrouver la courage. Une petite victoire, discrète et presque insignifiante pour un observateur extérieur, arriva quand l'école du quartier accepta d'inscrire Hugo à une demi-journée supplémentaire de périscolaire. La directrice, après avoir rencontré Jean et la travailleuse sociale, proposa un accompagnement pédagogique individuel quelques semaines durant. Ce geste permit à Hugo de se lier avec une éducatrice, de prendre confiance à l'extérieur du cercle familial et donna à Amélie un rythme qui l'aidait à se structurer. Elle apprit à préparer un cartable, à vérifier la météo, à mettre un morceau de pain dans la boîte du goûter. Ces gestes, banals pour beaucoup, devinrent pour elle autant de jalons. Jean, observant la progression, sentit la fatigue s'estomper un peu devant l'évidence des petits changements. Il continua cependant à se heurter à la frilosité de certains soutiens. Fonds limités, priorités divergentes, dossiers plus anciens qui monopolisent l'attention des associations. Avec Claire, il organisa une réunion publique dans une salle municipale modeste.
Ils invitèrent les associations locales, expliquaient le projet d'accompagnement combiné, présentèrent le carnet comme un outil pédagogique. Ce fut une réunion simple, éclairée par la politesse attentive de ceux qui prennent leur rôle au sérieux. Une femme, responsable d'un foyer d'accueil, proposa des ateliers de cuisine parents-enfants. Un éducateur offrit un cycle de jeux coopératifs. Peu à peu, une petite coalition se forma, faite d'engagements prudents mais réels. Pendant ce temps, Amélie avait commencé à visiter la bibliothèque municipale avec Hugo. Il choisissait des livres sur les animaux, sur les trains, sur les étoiles. Un bibliothécaire, attentif, leur montra un coin tranquille où l'on pouvait s'asseoir sans s'être dérangé. Ces sorties furent pour Amélie des entraînements au monde. Elle apprit à discuter avec un adulte hors du cercle familier, à écouter des conseils pratiques, à demander de l'aide quand une démarche administrative lui était obscure. Son visage perdit peu à peu l'expression contractée des débuts pour laisser place à une certaine disponibilité. Il y eut aussi des reculs inévitables. Un jour, Amélie reçut une lettre rappelant une audience à venir, et la peur la reprit avec autant d'acuité qu'au premier jour. Elle douta d'elle-même, pleura en secret, referma le carnet comme si on pouvait, en le fermant, enfermer le jugement. Jean la trouva ainsi, penchée sur la table, et s'assit sans mot dire. Ils parlèrent, lentement, de ce qu'ils pouvaient contrôler et de ce qui dépendait encore d'autres décisions. Il la rassura, non par des promesses, mais par une présence stable. Claire vint la voir, apportant un petit gâteau et des nouvelles des ateliers. Ces visites eurent un effet concret. Elles rappelèrent à Amélie qu'elle n'était pas seule. Hugo, entre-temps, faisait ses propres progrès. Il rapportait des dessins, apprenait à écrire son prénom en grandes lettres maladroites, réclamait parfois la chanson des étoiles qu'il avait apprise chez sa grand-mère. Un soir, lors d'une visite supervisée devenue moins froide, Amélie prit un stylo et écrivit, pour la première fois, une chanson courte. Elle causa de petites fautes, inventa des rimes simples, et Hugo rit de sa propre impro. Le son, bref et modestement heureux, fit pleurer Amélie de soulagement, non pas de repentance pénitentielle, mais d'une reconnaissance pudique que la relation se recomposait, pas parfaite, mais réelle. Jean continua à inscrire ces détails dans sa mémoire comme une série de petites preuves. Il n'imaginait pas la rédemption comme un grand éclair soudain, il voyait plutôt une accumulation de gestes qui, répétés, finissent par redessiner un horizon. Il pensait souvent au carnet, à sa couverture étoilée, qui prenait maintenant des taches de couleur, des morceaux de collage, des feuilles volantes fixées par des trombones. Il l'ouvrait parfois sans regarder les phrases anciennes, simplement pour sentir le poids des tâches. Dans le tiroir où il le rangeait, le carnet semblait tenir la promesse d'un avenir possible. La ville continua à vivre sa vie bruyante autour d'eux, tramways, archers, bruit de pas. Mais pour Jean, la toile d'ombre et de lumière avait gagné en densité bienveillante. Les rires d'enfants dans la cour, qui autrefois l'avaient marqué par leur distance, devinrent la mesure du progrès. Un après-midi de printemps, il se rendit au parc où Hugo apprenait à faire du vélo sans petit trou, sous l'œil attentif d'une éducatrice et la main posée, un instant, sur l'épaule d'Amélie. Quand l'enfant pédala un peu plus loin puis revint, les yeux pleins d'une surprise heureuse, Jean eut l'impression que cette scène tenait pour l'instant de l'inouï. La route restait longue. Des audiences attendaient, des évaluations à mi-parcours, des décisions administratives qui pouvaient tout remettre en question. Mais quelque chose désormais existait entre eux que la procédure ne pouvait effacer. Une habitude de soins, un réseau silencieux de soutien, des moments où l'on apprenait ensemble. Jean savait que d'autres dossiers exigeraient sa vigilance et que certains le jugeraient encore trop indulgent. Il savait aussi que, en choisissant d'agir, il avait pris part à une fragile éthique du possible. La nuit tomba sur la ville. Dans l'appartement, le carnet resta ouvert sur la table, une petite étoile en papier collée sur la page du milieu. Amélie et Hugo rentrèrent, poussant la porte en riant d'un jeu qui avait mal tourné. Jean, près de la fenêtre, le regarda un instant, puis sortit la tasse qu'il avait laissée. Il se dit qu'il fallait continuer à bâtir, jour après jour, non pas pour garantir la fin, mais pour tenir la promesse d'un chemin qui pouvait, parfois, suffire à transformer une vie. Le matin suivant s'éveilla sans éclat particulier. Le ciel, lavé d'une pluie fine, posait sur la ville une surface mate où les pierres semblaient moins dures. Jean regarda Hugo s'étirer dans son lit, les cheveux emmêlés comme une petite couronne désordonnée, et sentit une sorte de gratitude muette, pour ce corps chaud à proximité, pour la banalité d'une porcelaine de tasse craquant encore de la veille sur la table. Il prépara le petit déjeuner en silence, sans hâte inutile, comme pour conjurer l'idée qu'une précipitation pouvait compromettre quelque chose d'invisible mais fragile. Ils se rendirent à l'audience comme on va vers une épreuve connue et redoutée.
avec une volonté de ne pas se laisser submerger par les questions qu'on ne pourrait pas contrôler. Le tribunal municipal, aux murs cirés et à l'odeur ancienne de cire et de papier, accueillit leurs pas. Il y avait, dans la salle d'attente, d'autres familles, d'autres dossiers, des yeux fatigués, des mains jointes autour d'un sac, des enfants qui tenaient des figurines usées. La routine du lieu calma Jean. Non parce qu'elle rendait l'événement banal, mais parce qu'elle rappelait que chaque cas était un fil parmi d'autres, et que la justice avait ses gestes, répétés, qui demandaient parfois patience plutôt qu'excès d'énergie. L'audience se tint sobrement. L'avocate d'Amélie exposa les progrès, atelier suivi, attestation des éducateurs, fichier de suivi thérapeutique. La psychologue parla, non de grandes conclusions, mais d'une observation simple et essentielle, qu'Amélie avait commencé à tisser des habitudes favorables, que ses réponses aux situations stressantes s'étaient modifiées, certes lentement, mais de manière réelle. Jean tendit la main et posa devant le juge le carnet. Il ne l'ouvrit pas, n'en fit pas un geste théâtral. Il le laissa sur la table, un objet silencieux qui témoignait plutôt que d'argumenter. Amélie parla. Sa voix trembla au début, comme si chaque mot était un petit pas sur une corde. Elle reconnut ses erreurs, sans excès d'affliction, mais avec une lucidité nouvelle. Elle parla de ses ateliers, du regard différent qu'elle portait maintenant sur Hugo, de ses peurs récurrentes et de la manière dont elle essayait de les nommer avant qu'elles n'adviennent. Elle ne fit pas de promesses grandioses. Elle proposa un plan, pas une garantie, et demanda du temps, de la confiance mesurée, des étapes. Le juge l'écouta, les experts firent leurs remarques, la décision fut posée. Maintien d'une mesure de protection, mais avec des allègements progressifs si les objectifs étaient tenus. Des visites élargies, davantage d'heures partagées sous supervision, une obligation de continuer les ateliers et un rapport trimestriel. Ni victoire totale ni défaite. Une invitation prudente à continuer. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était doux. Il y avait, dans la voiture, une petite tension dissipée, comme une buée qui se relâche sur une vitre. Hugo s'endormit la tête tombant contre le dossier, les doigts encore serrés autour d'une petite voiture. Amélie prit sa main, la chaleur humaine rétablissant des proportions que la peur avait déformées. Jean regarda la route, puis le carnet sur la banquette à ses côtés. Il se dit que la justice avait rendu un verdict humain, et que c'était, malgré tout, un monde où la progression s'écrivait en petits pas administratifs autant qu'en gestes d'attention. Les semaines qui suivirent furent faites d'un entrelac de routines neuves. Amélie commença un emploi d'insertion. Quelques heures par semaine dans un atelier de couture communautaire, des tâches modestes qui exigeaient pourtant d'elle présence, ponctualité, application. Elle apprit à mesurer son énergie, à demander une pause plutôt que de s'épuiser. Il y eut des jours où la culpabilité revenait plus vive, comme un éclair rapide, mais ces éclairs duraient moins longtemps. Rapidement, la main d'un collègue posée sur son épaule, un mot de Claire, la voix calme d'une formatrice suffisaient à la ramener. Hugo grandissait dans sa nouvel espace de contrôle. L'école maternelle avait accepté d'ajuster ses rendez-vous pour que les visites d'Amélie ne heurtent pas ses siestes. La directrice, une femme aux cheveux argentés, observait l'enfant avec une attention professionnelle mais chaleureuse. Chaque dessin que Hugo ramenait avait désormais des couleurs plus variées, des soleils, des maisons, des figures que l'on devinait proches et rassurantes. Il répétait, entre deux bouchées, une comptine inventée par sa grand-mère et parfois chantonnait des refrains improvisés qui flottaient dans le salon comme des petites bannières de paix. Jean poursuivit son travail de gardien discret. Il appelait les services, remplissait des formulaires, se rendait aux réunions de suivi. Mais il fit aussi autre chose. Il commença à envisager son rôle non pas seulement comme un surveillant d'angle mort, mais comme un partenaire de reconstruction. Il accepta une proposition de Claire de participer à un groupe de parole pour tuteurs familiaux. Là, entouré d'histoires semblables à la leur, il sentit sa vision s'élargir. Les autres parlaient de fatalité, de justice blessée, d'épuisement, lui parlait du carnet, des petites étoiles collées et de la sensation étrange que l'on pouvait, par la répétition de gestes ordinaires, créer des habitudes qui finiraient par nourrir une vie. Pourtant, la route ne fut pas exempte de rechutes. Un après-midi d'automne, Amélie reçut un appel. Une contrainte administrative avait été mal interprétée et une convocation supplémentaire sonnait comme une menace de nouvelles restrictions. Son visage pâlit, la peur la reprit, plus crue que la veille. Elle oublia un rendez-vous thérapeutique, manqua une visite supervisée et le dossier sombra vers l'inquiétude. Jean sentit la colère poindre.
colère non dirigée contre Amélie, mais contre l'absurdité des procédures qui semblaient parfois punir plutôt qu'accompagner, et dut se retenir pour ne pas devenir l'avocat qu'il avait appris à refuser d'être. Ce furent des semaines de repli, ponctuées de petits pansements. Claire passa plus souvent, apportant des repas tout prêts et des remarques pratiques. Une éducatrice contacta Amélie pour proposer une séance supplémentaire sur la gestion du stress. Jean accepta de se retirer un soir pour laisser Amélie seule avec Hugo et lui envoya des messages courts, des encouragements brefs. La confiance, comprit Jean, ne se rétablit pas en ligne droite. Elle oscille, elle trébuche, elle se reconstruit par des actes qui, répétés, font reculer l'instabilité. Le carnet, pendant tout ce temps, resta un témoin. Amélie nota désormais des choses simples. L'heure où Hugo avait enfin réussi à mettre ses chaussures sans pleurer, le jour où elle avait réussi à parler à une enseignante sans s'effondrer, un matin où elle était sortie seule au marché. Dans ses marges, elle écrivait parfois une phrase au trait « Aujourd'hui, j'ai tenu ». Ces phrases étaient petites, comme des éclats de verre poli, mais elles changeaient la texture de sa mémoire. Le quartier remarqua aussi des changements subtils. La boulangère, qui autrefois avait observé l'enfant avec une prudence cérémonieuse, vint un matin offrir une brioche en trop, prétextant qu'elle s'était trompée dans la pesée. Un voisin, qui n'avait jamais adressé la parole, se trouva, un soir d'hiver, à proposer de garder Hugo quelques heures pendant une réunion. Ces gestes n'étaient jamais grandioses, ils étaient moins un ralliement qu'une acceptation progressive, un élargissement des cercles. Un moment particulier marqua la saison, une fête de quartier, un dimanche ensoleillé où les familles s'assemblèrent sur la place devant l'église. Il y eut des jeux pour enfants, une chorale d'amateurs, quelques stands de gâteaux. Amélie vint avec Hugo, hésitante, portant une robe qu'elle n'avait pas mise depuis longtemps. Elle resta à l'écart d'abord, regardant les autres, puis, encouragée par un regard de Claire, elle s'approcha. Hugo courut, ria, se jeta dans les bras d'une autre fillette. À un moment, il sembla chercher Amélie du regard, puis revint, prit sa main et dit simplement « Maman, regarde ». Le mot tomba dans l'air comme une clé. Jean, qui regardait de loin, sentit quelque chose comme un soulagement intense et fragile. Ce mot n'effaçait rien de la complexité, mais il en était l'un des signaux les plus clairs que la relation prenait racine. Pourtant, la procédure resta présente. Le rapport trimestriel arriva, détaillé, clinique. Il soulignait à la fois les progrès et les zones encore sensibles. Un nouveau rendez-vous fut fixé. La possibilité d'un allègement plus conséquent planait comme une promesse conditionnelle. Jean se demanda parfois s'il n'était pas fatigué d'attendre. Puis il regardait le carnet, les étoiles de papier, les petites collages, et repensait à la somme de tous ces jours où l'on avait choisi d'ajouter une patience à la table. Le récit ne s'écrivait pas en grandes proclamations, mais en scènes microscopiques. Une fois, Amélie resta assise au chevet d'Hugo quand il eut la fièvre, veillant sans panique, suivant des instructions simples. Une autre fois, elle téléphona à l'école pour expliquer un retard et le fit sans trembler. Parfois, elle riait d'elle-même, surprise de constater qu'une blague, maladroite mais sincère, pouvait faire briller les yeux d'Hugo. Ces fragments, déposés comme des pierres sur un chemin, commençaient à construire quelque chose de durable. Jean, quant à lui, apprit à lâcher un peu de contrôle. Il ne s'était pas transformé en naïf, il gardait la vigilance nécessaire, mais acceptait mieux les temps de grâce. Une nuit, il prit le carnet et y ajouta une note. Aujourd'hui, elle a appelé l'école. Il laissa la phrase là, sans commentaire. C'était suffisant. Le printemps approchait de nouveau, lorsque, lors d'une réunion de suivi, la décision rendue apporta un léger allègement. Les visites étaient désormais moins encadrées. Certaines heures pouvaient se faire à domicile si les intervenants jugeaient l'environnement stable. Ce n'était pas la délivrance totale, mais c'était une reconnaissance. La combinaison d'efforts personnels et d'accompagnement avait produit un effet mesurable. Cette décision ouvrit un autre chapitre de leur vie. L'idée que la reconstruction pouvait dépasser le cadre strict d'une surveillance pour devenir une manière de vivre ensemble. Ils prirent des habitudes nouvelles, un dîner hebdomadaire préparé à plusieurs mains, un tour au parc le dimanche matin, des soirées où l'on lisait des histoires jusqu'à ce que la voix s'assoupisse. Le carnet, désormais plus volumineux, contenait davantage de pages blanches. Certaines étaient remplies de listes pratiques, d'autres d'esquisses, d'autres enfin de petites prières ou de phrases jetées comme des bouteilles à la mer. Mais tout reste fragile, pensa Jean, et c'est pourquoi il continuait d'écrire des petites choses dans sa mémoire, comme on note la météo d'un jour qui a mérité d'être rappelée. Le monde continuait de tourner en dehors de leur appartement, les constructions dans la rue, les trams qui grinçaient, les marchés qui s'étaffaient chaque matin.
Cette intensité extérieure servait parfois de contrepoids, rappelant que leur histoire n'était ni une exception, ni un scandale irréversible, mais une vie parmi d'autres, qui se tissait avec ses défauts et ses réparations. Un soir, alors que la lumière déclinait et que l'appartement s'emplissait de cette chaleur orangée propre aux fins de journée, Jean retrouva Amélie et Hugo au salon, assis sur le tapis au milieu d'un monticule de livres et de puzzles éparpillés. Hugo tenait entre ses mains une petite étoile en papier, découpée malhabilement, dont les bords étaient irréguliers. Il leva la main et la présenta à Jean comme un trophée. Amélie sourit, ce sourire qui n'avait plus rien d'une demande d'excuse et bien plus d'une reconnaissance. Jean sentit, sans en faire un triomphe, que le carnet continuait d'être ce que l'on croyait, un inventaire de tentatives, une trace des jours où l'on avait choisi de revenir. La ville, dehors, prenait son habit de nuit, et la fenêtre reflétait les silhouettes tendres de ceux qui s'étaient promis d'essayer. Ils n'avaient pas gagné la certitude, ils gagnèrent la possibilité d'une vie où l'on se trouvait davantage que l'on ne se perdait. Jean posa la tasse vide sur la table, regarda la petite étoile et pensa, avec un calme neuf, il faudrait continuer. Non pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour tenir ce qui déjà paraissait fragilement beau. Ils gardèrent cet équilibre pendant des semaines, comme on garde un vase précieux, sans geste brusque, en veillant aux fissures. Les petites habitudes se solidifièrent. Le mercredi soir, Amélie préparait une soupe qu'Hugo décrivait désormais avec des détails de connaisseur. Un peu plus de carottes, pas trop de sel. Jean, qui autrefois corrigeait la cuisson comme on règle une montre, apprit à demander « Tu veux que je coupe les herbes ?» et à accepter la réponse. Parfois, ils entraient en cuisine l'un après l'autre, en silence, et la pièce résonnait d'une musique calme, faite de ciseaux sur planche et du souffle régulier d'Hugo entre deux pages de livres. Le carnet s'épaissit encore. On y trouvait des listes improbables. Jeux préférés, personnes qui peuvent venir, phrases pour dire merci. Des collages apparurent, un ticket de tram, un bout de ruban de fête, la photo floue d'un parc. Jean continuait d'écrire, non pour juger, mais pour se souvenir des moments qui valaient d'être invité à revenir. Il notait aussi les craintes, une visite qui s'était mal passée, une nuit d'insomnie. Ces lignes sombres n'annulaient pas les autres, elles les rendaient plus honnêtes. Un dimanche, ils décidèrent d'aller au parc plus loin que d'habitude. Le soleil chauffait doucement les bancs. Des chiens couraient, des vendeurs poussaient leurs chariots, et Hugo, qui auparavant restait rivé au coin le plus familier, se mit à suivre un petit groupe d'enfants qui jouaient à sauter des cailloux. Amélie le regarda, une hésitation fine sur le visage, puis elle respira, laissa la laisse tomber de sa main et laissa Hugo partir. Jean sentit ses poumons se serrer, puis se délier, comme si quelqu'un avait desserré un nœud. Il ne fit aucun commentaire. Il prit la chambre d'enfant en photo avec ses yeux, la liberté tempérée par la présence aimante. Plus tard, assis tous les trois sur la pelouse, ils se partagèrent un sandwich que personne n'avait détruit par peur d'imprévu. Amélie parla de choses banales, d'une émission qu'elle avait vue, d'une collègue qui avait ri, et cette banalité, aux oreilles de Jean, sonnait comme une victoire. Hugo montra fièrement une pierre qu'il avait choisie, et la posa sur la couverture du carnet que Jean tenait sur les genoux. La pierre fit une bosse sur la page. Elle fut, tout à coup, une médaille. Le soir venu, la ville prit de nouveau ses néons. La tramway filait comme une pensée rapide. De retour à l'appartement, la lumière orangée retomba sur les mêmes puzzles, mais la pièce avait changé d'acoustique. Leur rire revenait plus vite après un silence. Jean passa la main sur la couverture du carnet, sentit les reliefs des collages et pensa qu'il ne s'agissait pas d'effacer les blessures, mais de poser des objets nouveaux dessus, comme on coud une pièce sur un vêtement aimé. La possibilité n'était pas une promesse déployée une fois pour toutes. C'était une suite de gestes, un inventaire de retour, et chacun d'eux demandait encore, parfois, un courage discret. Ils en prirent l'habitude. Le carnet témoignait. Des heures moins surveillées, des soupirs apaisés, une étoile en papier qui, chaque soir, semblait un peu moins irrégulière. Jean ferma le carnet, posa la main dessus, puis prit une décision simple. Demain, il proposerait à Amélie d'aller, ensemble, à la réunion de l'école, non comme un observateur, mais comme quelqu'un qui voulait voir Hugo se construire. Il se sentit prêt à tendre la main, et il sut que cette main ne serait pas vide. Le lendemain matin, Jean se leva avant les autres, non parce qu'il ne dormait pas, mais parce qu'il avait une idée qui donnait au geste une sorte de gravité douce. Il prit le carnet posé sur la table basse, l'ouvrit à la page où la pierre du parc avait imprimé son bossage, et écrivit, en lettres mesurées, « Réunion » avec Amélie.
Il ne savait pas encore comment dire la proposition sans que cela sonne comme une obligation ou une mise à l'épreuve. Il voulait que ce soit une invitation, une main tendue, plutôt qu'un ultimatum. Quand Amélie apparut dans la cuisine, encore coiffée de l'épaisseur de sommeil, il la regarda comme on regarde une personne qu'on connaît désormais mieux et qui gardera toujours des surprises. Il posa la tasse, prit une respiration et demanda simplement « Tu veux qu'on y aille ensemble, à la réunion de l'école ?» La voix était calme. Il avait retiré l'urgence qui jadis l'aurait fait effriter en mots trop nombreux. Amélie eut un sourire qui n'était ni tout à fait assuré, ni tout à fait hésitant. Elle prit la main de Jean sans quitter son regard. « Oui, dit-elle, si tu veux. » « Mais promis, on y va comme deux personnes qui aiment leur petit garçon, pas comme des inspecteurs. » Un petit rire passa entre eux, léger comme du verre poli. Ils préparèrent Hugo comme pour un petit voyage ordinaire, un manteau, un chapeau trop grand qui lui tombait parfois sur les yeux, et la couverture que le garçon aimait emmener. Sur le pas de la porte, Hugo fit un pas, regarda ses parents et choisit finalement la main d'Amélie. Jean sentit une chaleur qui n'était pas toute neuve, mais qui venait d'être rafraîchie, comme une soupe remise doucement sur le feu. L'école était à 20 minutes à pied. Le chemin, pourtant si familier, se dépliait aujourd'hui sous un autre regard. Jean observa les vitrines, les affiches collées sur le panneau municipal, la fuite d'une bicyclette qui faillit effleurer le rebord du trottoir. Amélie parlait peu, elle semblait mesurer chaque pas en fonction de la petitesse des gestes d'Hugo. Quand ils arrivèrent, la cour résonnait de pas d'enfants et d'une agitation douce, faite de sacs, de parents qui se retrouvaient et d'enseignantes qui réglaient des détails. La salle de réunion sentait la craie, les livres et un peu de café oublié dans un gobelet. Les parents étaient assis en demi-cercle, quelques visages leur étaient connus. La directrice, une femme aux cheveux coupés courts et au sourire professionnel, accueillit tout le monde avec une voix qui cherchait à être à la fois ferme et rassurante. Les chaises crissèrent, des mains posèrent sur des genoux, des regards cherchèrent ceux qui arrivaient en retard. Jean sentit sa gorge se nouer, puis se détendre. L'anxiété était là, mais diminuée par la présence d'Amélie à ses côtés. Quand la parole fut offerte aux parents pour partager leurs attentes et leurs inquiétudes, Jean sentit une impulsion qu'il n'eût pas eue autrement. Il se leva. Ce fut un mouvement simple, presque incongru dans sa simplicité. Il parla sans vouloir démontrer quoi que ce soit, juste en disant la vérité de leur quotidien. Que Hugo aimait les pierres, qu'il s'absorbait parfois dans un monde de détails, et que malgré tout, il aimait aussi la compagnie. Qu'il cherchait à l'aider à trouver des ponts entre ses silences et les autres enfants. Il parla de la feuille du carnet où il écrivait « phrase pour dire merci » et de la façon dont un mot appris pouvait être une clé. Il y eut des têtes qui acquiescèrent, une main qui se porta à la bouche d'un père surpris, la directrice qui notait quelque chose au stylo. Une mère près de la fenêtre raconta après lui une anecdote sur son fils qui avait mis longtemps à lever la main en classe et comment la patience avait fini par payer. La conversation prit un ton plus concret, horaire possible, atelier de socialisation, petit groupe où l'on apprenait à attendre son tour. Jean sentit que l'on le regardait non comme un intrus, mais comme un parent engagé. La maîtresse de la classe, une femme aux yeux attentifs, proposa une chose qui, pour Jean, eut tout d'un petit miracle. Un coin calme aménagé dans la cour où Hugo pourrait s'installer quand l'agitation devenait trop forte. Et une routine simple annonçant les transitions. Une clochette, un geste, une phrase témoin. Amélie prit des notes, parfois écrivant des détails à la vitesse d'un cœur. Elle leva la tête vers Jean avec un sourire qui semblait demander « Tu vois ?» Il la regarda, et sans mots, ils se dirent qu'ils étaient sur la même rive. Sur le chemin du retour, Hugo tenait la couverture d'une main et de l'autre la petite pierre qu'il avait serrée comme une amulette. Il montra la pierre à ses parents, tout fiers, et la posa entre eux sur le banc du tramway. Le métal chauffé par le soleil fit vibrer un instant la petite pierre. Jean prit la main d'Amélie, un contact simple, et sentit que l'effort n'avait pas été vain. Ils parlèrent de détails pratiques. Qui viendrait chercher Hugo si la maîtresse devait parler longuement? Quel rituel instaurer pour l'aider à dire au revoir le matin? Les mots étaient ordinaires, mais posaient les fondations d'une confiance moins fragile. Les premières semaines après la réunion furent un balai discret d'ajustement. La maîtresse mit en place le coin calme, Hugo y alla parfois, d'abord pour un court instant, puis pour des périodes qui s'allongeaient. Amélie monta un petit panneau à la maison, près de la porte, avec des pictogrammes pour les étapes du matin. Jean, pour sa part, inventa un rituel du soir. Il lisait, avant de dormir, une petite phrase du carnet, choisie au hasard, et demandait à Hugo quelle pierre du jour il voulait ajouter à la collection. Ces gestes, répétés, devinrent des ancres. Il y eut des jours de doute. Un après-midi, Hugo revint à la maison en pleurs, une dispute à l'école ayant laissé des marques imprévisibles. Amélie resta longtemps près de lui, murmurant des explications que Jean n'entendit que partiellement.
Ce soir-là, le carnet reçut une note brève. Courage, mauvais jour. Les pages sombres n'empêchèrent pas, 2 jours plus tard, l'inscription d'un nouveau dessin, un soleil qui semblait hésiter à briller pleinement. La vie continua d'osciller entre ces 2 pôles, recul et essai, mais chaque oscillation était moins une poussée qui les briserait qu'une onde qui les apprenait à tenir ensemble. Un samedi, ils organisèrent une petite fête pour inviter quelques familles de l'école. Il y eut des rires, des tartes mal découpées, un enfant qui renversa un verre et s'excusa avec un mot tout neuf appris la semaine précédente. Jean regarda la pièce, enfant qui courait, adulte qui échangeait des recettes, Hugo qui montrait fièrement sa collection de pierres, et pensa que l'on pouvait parfois mesurer le progrès à la fréquence des rires. Il passa la main sur le carnet, toujours un peu plus lourd, et nota « Ils viennent ». Les lettres étaient petites, mais elles contenaient un monde. La possibilité, pensait-il, n'était plus seulement l'attente d'un miracle. C'était ce mélange de petites décisions et de pardons répétés, de rituels inventés et de promesses tenues. Ce soir-là, en regardant Amélie se pencher pour attacher la botte de Hugo, il sut que tendre la main ne signifiait pas être fort tout le temps, mais être prêt à tenir, encore et encore, même si les doigts tremblaient parfois. Il n'avait pas conquis la certitude, mais la poignée qu'il partageait, désormais, semblait plus solide.